Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pion, chroniqueur, libre penseur, bienvenue à cette entrevue très spéciale avec un lanceur d'alerte européen qui va nous entretenir d'actualité mondiale et plus spécifiquement sur le phénomène Donald Trump. Donc, il collabore déjà avec Média Info Cité TV. Donc, il est déjà certain auditoire au Québec. Il se promène en Europe sur plusieurs chaînes. C'est là d'ailleurs que je l'ai attrapé. J'ai le grand plaisir de vous présenter Monsieur Joe Masso. Salut Joe. Salut Daniel, merci beaucoup de me recevoir. Je salue de suite tous les auditeurs au Québec et au-delà en francophonie. Et moi, je te remercie sincèrement d'avoir accepté l'invitation. Et je vais dire tout de suite avec transparence que je t'ai vu sur une entrevue sur un plateau européen. Je crois que c'était Altéro Philo. Et puis, votre entrevue a duré 3 heures et quelques. Et honnêtement, je suis pas sûr que ça m'est arrivé souvent, là, mais je l'ai écouté non-stop, comme on dit. Écoute, tu as fait, je dirais pas basculer, là, mais pas loin. Là, tu m'as comme convaincu sur Donald Trump. Donc, d'entrée de jeu, donc on a annoncé nos couleurs. J'aimerais ça que tu m'expliques, bon, un petit peu ton historique et l'information indépendante et tout, est amené vers à quel moment, toi, j'utiliserais l'expression que tes lumières ont commencé à allumer un peu. Fait que, vas-y, on t'écoute. Eh bien, quand au tout début de la crise, je me renseignais déjà. Ça faisait déjà un moment que je me renseignais. Je produisais du contenu que je doublais puisque j'ai fait beaucoup de traductions également. J'ai une chaîne de traduction originale religiare sur Odyssey uniquement. Et donc en fait à ce moment-là, j'ai cherché des collaborateurs qui n'entraient pas forcément dans le narratif Trump parce que je voyais qu'il y avait déjà toute une génération d'informations autour de lui et je suis tombé sur Stéphane Gay et Karl Brochu que je salue au passage et donc ensuite on a été rejoint par Isabelle dans la foulée. Et donc, on s'est retrouvé comme ça à traiter le sujet Trump d'une manière un petit peu différente que la plupart des canaux à l'époque de résistance. Et quand on a vu la ferveur qu'il y avait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un fort décalage entre un avis, on va dire pondéré sur la géopolitique de Trump et une déferlante de propagande qui nous venait d'ailleurs particulièrement du Québec à l'époque, mais également à travers les réseaux résistants en France. Et donc d'entrée de jeu avec Isabelle et Stéphane, on s'est retrouvé sur cette idée que éventuellement si toutes les annonces qui étaient faites autour de Trump étaient fausses, alors ce serait un piège particulièrement odieux. Et c'est ce qui nous a donné déjà une première position, on va dire. Et puis dès qu'il y a eu l'opération Warp Speed, alors là avec Isabelle et Stéphane, immédiatement on s'est rendu compte qu'il y avait un souci, ne serait-ce que dans le personnel qui était employé à travers Warp Speed. Hein, notamment Monsef Slaoui, ce genre de personnage. Et donc, par la suite, on a essayé de communiquer dans ce sens-là. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un gros effort de propagande qui était mené pour défendre Trump et pour lui donner la parade à absolument toutes formes de critiques. Et donc, ça a été très difficile dans un premier temps, ne serait-ce que pour tenir cette position au milieu de complotistes qui alors étaient complètement en pamoison pour Trump. Mais au fur et à mesure de nos recherches, on a fini par sortir des informations qui étaient absolument indéniables et qui remettaient parfaitement en cause tout ce narratif. Et donc on a fait une première émission sur ICTV à l'époque où ICTV avait encore la première chaîne. On a fait cette émission qui s'appelle L'Apocalypse d'un trompettiste déchu.
et qui a marqué un gros virage en réalité, à la fois pour la chaîne parce que la chaîne a sauté sans préavis, de manière extrêmement surprenante. Et, nous n'avons pas eu de plusieurs strikes pour nous prévenir avant. Hein. Donc voilà, Stéphane pourrait en parler, Isabelle aussi. Et donc on s'est retrouvé à devoir rétablir, enfin retrouver en quelque sorte un auditoire. On a migré sur Telegram. Moi j'ai essayé de porter l'émission sur ma chaîne Odyssey, et finalement on a quand même réussi à faire percer cette vidéo. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui a fait que j'ai été finalement sollicité à travers par différents annonceurs, différents lanceurs d'alerte, différents réseaux d'informations alternatives. Et j'ai réussi comme ça à donner quelques contre-arguments concernant cette histoire de Trump, et ça marche de mieux en mieux dans la mesure où, bon, une fois qu'on met vraiment la tête dans les dossiers et qu'on arrête de se faire enfumer par des excuses un petit peu fumeuses, on se rend très vite compte que de toute façon la vérité est clairement pas pour défendre Trump, et qu'au contraire elle a plutôt tendance à l'accabler, ce qui justifie d'ailleurs que je fasse des émissions aussi longues et aussi fournies en sources, avec des sources qui en plus de ça sont excessivement faciles à retrouver sur Internet. Et donc voilà un petit peu comment tout ça s'est déroulé. Mais les pro-Trump, avant de rentrer dans toute ta documentation, toutes tes sources, les pro-Trump vont te répondre: mais non, mais c'est impossible de 2016 à 2020 attaquer les médias mainstream à temps plein sur des médias sociaux, sur Twitter, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Il les a démolis, il les a détruits. Donc, si on voulait manipuler les, entre guillemets, complotistes, on s'y serait pas pris d'une autre façon. Ah non, le piège était parfait. Le piège était parfait. Et non seulement il était parfait, mais c'est qu'en plus de ça, il n'apparaît pas avec Trump. C'est une ingénierie qui remonte à bien avant et qui s'inscrit, qui s'enracine dans la culture de propagande américaine, et à travers les méthodes des réseaux qui sous-tendent le pouvoir de l'administration américaine. Et là, on a affaire tout simplement à des associations entre mafieux, entre réseaux de l'ombre, entre éminences grises, des gens qui sont parfaitement apatrides et qui peuvent parfois nourrir des desseins extrêmement inquiétants quand on est attaché à la liberté, comme nous pouvons l'être. Et donc, non, le piège était absolument parfait. Et cela dit, je fais une petite parenthèse. Hein. Je tiens d'abord à distinguer entre les chercheurs de vérité qui sont en cheminement et qui peuvent éventuellement, à un moment donné dans leur parcours, avoir cru ce narratif, et les politiques elles-mêmes qui, eux, trompent les gens. Je distingue toujours les deux, et c'est pour ça que je dis que les soutiens de Trump, moi, n'ont jamais été mes ennemis. J'ai rarement pris les soutiens de Trump de front, hein, même s'il m'est arrivé de citer quelques noms. Je pense qu'on a plus à faire à faire comprendre aux gens qu'en réalité, il faut arrêter de réfléchir à toutes ces questions et s'occuper de notre avenir directement. Plutôt que de passer mon temps à faire des critiques horizontales envers ce que je pourrais considérer être des confrères finalement dans le milieu de la réinformation. Et du coup, j'encourage moi personnellement à la souveraineté face aux troubles potentiels de la situation, c'est-à-dire à ne plus dépendre des institutions privées et publiques. Et j'alerte ensuite sur une synchronisation des pouvoirs et des idéologies qui se rejoignent toutes sur des positions transhumanistes, des investissements dans l'IA, dans des programmes visant à introduire des CBDC, enfin du fiduciaire dématérialisé, des moyens biométriques invasifs, des passe-droits selon une logique de crédit social,
alors voilà, hein, par exemple, pas d'injection égale restriction, par exemple, ce genre de choses. À un moment donné, il se peut qu'on nous la ressorte et ce jour-là, il faudra faire un choix et ce choix sera définitif de mon point de vue. J'alerte contre la création de cet avenir dystopique avec des cités des cités 15 minutes. Vous savez, je suppose que vos auditeurs ont déjà entendu parler de ça. Donc que d'ailleurs Trump nomme les Freedom Cities, les cités de la liberté du futur. Hein. Donc Trump s'aligne une fois de plus sur ce genre de projet. Et donc voilà, j'essaie d'alerter sur toutes ces choses-là, dans la mesure où les personnes qui étaient complotistes et qui se sont intéressées à Trump et qui avaient des attentes vis-à-vis de Trump, finalement avaient ces attentes pour que toutes ces choses disparaissent des plans à venir. Or, on se rend bien compte qu'au contraire, Trump mise complètement sur ces choses. Donc normalement, tout complotiste qui a vraiment une colonne vertébrale et de la suite dans les idées devrait, à un moment donné, avoir le même jugement sur Trump qu'ils ont eu à une époque envers le Forum économique mondial, dans la mesure où leur projet semble tout à fait aligné, tout à fait compatible. Mais là, on va te répondre qu'il joue un double jeu, il veut déjouer l'état profond, il fait du Sun Tzu, je sais pas quoi, et puis c'est pour déjouer l'ennemi. Oui. Ben, en fait, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, comme on dit. Évidemment que pour séduire les complotistes, il aura fallu faire une certaine entourloupe. Je pense que les personnes qui s'inquiètent de l'ingénierie sociale et qui formulent les différents narratifs ont très très bien compris en réalité que les seules personnes qui pouvaient éventuellement être un frein à la mise en place, par exemple, des programmes d'injection, étaient évidemment les complotistes, et ils se sont rendus compte que ces complotistes, généralement, étaient un terreau plutôt traditionnaliste. Donc, on leur a vendu du traditionnalisme à l'excès, et on leur a fait un traditionnalisme sur mesure qui intègre le transhumanisme, et finalement les amène exactement au même point que ceux que nous considérions avant non traditionnalistes et étant des agents du chaos tels que Soros, l'Open Society et ce genre d'entités. Eh bien, on leur a fait une image inverse, mais qui amène tout le monde exactement à la même adresse, le même abattoir. Donc, parce qu'ils ont annoncé, Trump, je pense, même pas 2 jours après qu'il ait été assermenté, 500 milliards dans l'intelligence artificielle. Et là, quand tu fouilles un peu, à la fin, ben il y a un vaccin intelligent ou un vaccin personnalisé qui s'en vient. J'ai assez hâte. Et oui, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui correspondent pas tellement avec les attentes. Donc on voit des interdictions envisagées sur des injections et notamment sur les injections Covid. Alors tout le monde se dit waouh, c'est génial, enfin. Oui, mais bon, déjà, il aurait fallu ne pas les autoriser, ne pas aider leur injection avec les militaires et ce genre de choses. Mais enfin bref, c'est encore un autre détail. On voit qu'on parle de suppression de financement fédéral des écoles imposant l'injection Covid. On voit Robert Kennedy qui sort et qui s'attaque au conflit d'intérêts dans les agences de santé publique. On voit des vagues de licenciements. Plein de belles nouvelles. C'est plein de bonnes nouvelles. Continue. C'est ça. On Oui. voit des vagues de licenciements dans les agences de santé, hein, c'est la purge. On voit la commission Make America Healthy Again et les maladies chroniques chez les enfants. Donc, enquêter sur les causes profondes de la crise sanitaire américaine avec une attention particulière portée aux maladies chroniques chez les enfants. Donc, c'est encore de très bonnes nouvelles. On entend parler de réintégration des militaires licenciés pour refus de l'injection Covid, de réévaluation de l'utilisation des médicaments psychiatriques pour la gestion du poids et même interdiction des produits censés traiter contre la fameuse couronne d'épines, donc le Covid. Bref, Kennedy soutient que Warp Speed aura été une bonne chose et que c'était une démonstration de leadership de Trump. Bon, déjà, à partir de là, on devrait tous se dire, attends, pardon, qu'est-ce que comme vous dites, il a viré le dos à la crèche, hein, clairement. Et on voit aussi que maintenant, il fait de la promotion pour la vaccination contre la rougeole. Donc, on se demande bien comment on fait pour porter de telles contradictions. Personnellement, je trouve ça extrêmement choquant. Mais les espoirs reposant tous sur ces personnes,
les gens ayant tellement parlé de leurs espoirs, maintenant ça devient difficile de revenir en arrière. Il y a un mécanisme d'occultation qui se fait et au final les gens n'arrivent pas à suivre. C'est tellement des injonctions paradoxales phénoménales que les gens n'arrivent pas à supporter la dose de mensonges et restent finalement bloqués dans une espèce d'attente en se disant mais peut-être qu'il l'a pas dit maintenant mais qu'il le dira plus tard. Peut-être qu'on attend, peut-être qu'il y a une partie d'échecs en 5D qui est en train de se jouer et que au final, je sais pas exactement comment est-ce qu'ils arrivent encore à formuler leurs attentes, étant donné que tout est sous nos yeux maintenant. Hein. Dire, ne serait-ce que sur la question de Gaza. Les choses sont très très claires maintenant. Je sais pas exactement comment on fait pour continuer à espérer après ces gens-là. Ou à écouter les web journaux de certaines personnes qui arrivent à énumérer des excuses pour toutes ces choses-là encore aujourd'hui, alors que dès le départ, et c'est ce que je disais à Karl Brochu en 2020, il me semble, hein, dès le départ, ça sentait le coup fourré. Et c'était assez évident que un pouvoir comme les États-Unis n'allait pas se faire retourner par un simple passionné de catch. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça la politique américaine malheureusement. Mais ça marchait. T'as vu l'entrevue Zelensky, Vance et Trump vendredi dernier? Oui. Et qu'est-ce que oui, ben, en penses? C'est un scénario, un bon script, quoi? Ah ben c'est un bon script. Si l'idée c'était de faire s'effondrer l'Europe, a priori c'est un joli coup. Je comprends pas tellement les Européens qui. Alors d'un côté on pourrait se réjouir effectivement que l'entité, le pouvoir qui est au-dessus de nous se prenne des coups parce qu'on les aime pas non plus. Mais le problème c'est que dans la dynamique géopolitique actuelle, ça veut surtout dire que maintenant qu'ils sont tout seuls, ils vont vouloir faire leur politique tout seuls. Et aujourd'hui, les nouvelles que j'ai entendues, c'est que Ursula von der Leyen va investir 900 milliards dans le réarmement de l'Europe. Donc pour nous, la signification, c'est une perte sèche immédiate. Ça veut dire attendez-vous à ce que très prochainement, je parle à mes confrères en Europe, hein, attendez-vous à ce que très prochainement cette superbe politique de Trump fasse qu'on vous amène de force éventuellement au combat ou que le combat s'importe ici parce que l'Europe aura été affaiblie. Donc c'est bien beau de faire l'OTAN, de faire des associations comme ça. Si à un moment donné on lâche tout le monde, au moment où ça nous arrange, au moment où on veut reformuler le pouvoir, et que tout ce qu'on a à faire pour y parvenir, c'est d'accuser ceux qui l'ont créé. Oui, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même les Américains qui ont créé cette coalition. Donc qui va porter le chapeau? C'est pas, j'espère que c'est pas uniquement le passé. C'est qu'à un moment donné, il faut tirer les leçons de tout ce que tout cela signifie, mais il faut les tirer pour nous-mêmes. Pas essayer de uniquement dire bon, tel politicien il a fait telle erreur, tel politicien il a fait telle erreur. Non, c'est absolument tout le système qui nous amène systématiquement vers ce genre de situation. Et on voit bien avec un minimum de cohérence, hein, que par le plus petit bout qu'on le prend, historiquement, on finit à l'aboutissement de cette histoire. C'est-à-dire avec un pouvoir qui est parfaitement contrôlé par les entités qui ont le plus de moyens, et évidemment avec des moyens qui se transforment immédiatement en solutions de contrôle généralisées, assistées par toute la débauche de technologies qu'on a eu ces 40 dernières années et qui se sont passées dans le dos des gens. C'est-à-dire qu'en plus, tous ces développements technologiques, pour la plupart, nous n'en avions pas entendu parler. Je pense notamment, par exemple, aux nanotechnologies. En réalité, ça fait 25 ans que les nanotechnologies, on savait exactement tout ce qu'on pourrait en faire un jour. Et l'intelligence artificielle qui apparaît soudainement, tout de suite après la COVID, comme, tu sais, c'est... Oui. Eh oui, ça tombe bien. Après, elle arrive pas subitement, en disant qu'on parle subitement de l'intelligence artificielle à ce moment-là, mais en réalité, les gens ont pas tellement suivi. Les gens se disent c'est génial, ils se sont associés maintenant avec Musk, et puis maintenant ils s'associent avec Intel. Bon, il faut remettre les choses dans l'ordre. Au moment où Trump fait Warp Speed, Oracle est déjà dans l'affaire et ils vont
monitorer les injectés sur 2 années avec des moyens extrêmement sophistiqués. Quid quand on arrive derrière avec Stargate et qu'on a Larry Ellison, Masayoshi Son et Sam Altman qui nous présentent le projet Stargate, les gens semblent étonnés, mais en réalité tout ça avait été annoncé. Je peux prendre l'exemple, j'aime bien prendre cet exemple-là, mais il y a un film qui s'appelle Iron Man 2 dans lequel il y a un caméo. Vous savez que le Iron Man est très souvent comparé à Elon Musk aux États-Unis. En fait, le réalisateur d'Iron Man dit même s'être inspiré d'Elon Musk pour faire son personnage. Bon, en réalité, dans ce film, non seulement il y a Elon Musk qui fait une apparition, mais quelques secondes plus tard, il y a Larry Ellison lui aussi qui fait une apparition et Iron Man, là, Tony Stark dit ah tiens l'oracle d'oracle. Donc ces gens-là avaient déjà tout prévu. On ne fait pas ce genre de choses du jour au lendemain. Ça demande de la préparation. C'est comme le warp speed. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Ça a demandé de la préparation. Et quand on regarde les contrats signés avec le DoD, la DARPA et ce genre de choses, on se rend immédiatement compte que c'était obligatoirement préparé. Et Elon Musk c'est un Young Global Leader, je pense. Il y a des photos de lui 2007-2008 au forum en de 2008. En 2008, c'est sorti sur Bloomberg. C'est sorti sur Bloomberg qu'effectivement Elon Musk était Young Global Leader. Mais même ce genre de personnage déjà extrêmement étonnant en fait. Hein. On le voit arriver. Bon, déjà voilà, patron de Big Tech avec. Enfin, il est dans tous les coups, hein. Mafia PayPal, c'est-à-dire que on parle de Trump qui voudrait enlever l'argent dématérialisé. Au départ, on nous le vend comme ça. Finalement, il s'associe à Musk, qui est le créateur de PayPal, donc on est complètement dans du dématérialisé. Il arrive avec Tesla. Il y a une petite histoire intéressante, c'est que l'oncle de Donald Trump, John J. Trump, est précisément la personne qui a fait l'audit du laboratoire de Nikola Tesla à la suite de sa mort. Donc ils ont complètement récupéré les technologies de Nikola Tesla. On peut voir aussi que Musk, au niveau de ses relations, je peux même pas faire la liste exhaustive. C'est insupportable. C'est tout et n'importe quoi. Il y a absolument tout ce que les personnes qui dénoncent le transhumanisme détestent. Tout y est. C'est aussi simple que ça. C'est une des personnes les plus transhumanistes qui soit. D'ailleurs, quand j'étais arrivé sur ICTV, ma première émission qui s'appelle le putsch du transhumanisme, j'avais parlé de Trump comme étant précisément extrêmement chaud pour nous amener toutes ces technologies, la puce dans la tête et ce genre de choses qui étaient jusqu'à présent toujours des sujets où les complotistes étaient en mode branle-bas de combat. C'est pas possible quoi. Mais on le voit aussi avec ses associations avec la NASA, son fameux programme Dragon. Alors déjà rien que les connotations bibliques des fois font un petit peu grincer les dents. Hein. Avec son Starlink, avec Neuralink, avec maintenant le Doge. D'ailleurs, au passage, c'est un terme dérivé du latin dox, qui a donné dux puis duc. En fait, il s'agit d'un titre de noblesse signifiant chef spirituel. J'aimerais que les gens se rendent compte que il ne s'agit pas d'un nihiliste agnostique. Hein. On parle de personnes qui ont une profonde culture, ou en tout cas, on leur fait revêtir des aspects d'une culture qui trouve sa source dans les Écritures, dans des choses bibliques. Et on peut aussi voir un fait très étonnant avec Elon Musk, c'est l'annonce d'un des patrons de la NASA, Werner von Braun, qui avait écrit un livre qui s'appelait Project Mars Project, et qui prévoyait comme ça qu'un certain Elon deviendrait une sorte de pape de l'espace. Or, on voit aujourd'hui que si on s'en réfère au nom de Doge, donc le chef spirituel, si on s'en réfère au fait que cet homme squatte notre ciel
avec ses satellites, et qu'il squatte les télécommunications, que ces télécommunications ont le pouvoir d'influer directement sur le mental des gens, on se rend compte que Werner von Braun fait presque office de prophète, si j'ose l'expression, et en plus de ça, non seulement un pape de l'espace, mais qui emmènerait l'humanité coloniser Mars. Donc tout y est en fait. C'est comme s'il y avait une commande. On a trouvé un personnage. On a dit voilà, c'est ce personnage qu'on veut, et qu'on avait ensuite fait un casting et qu'on avait dit bon ben voilà, lui, on va le faire monter, on va le faire aligner sur tout ce scénario. Et a priori, ce serait une belle histoire à raconter aux gens pour les y amener dans ce transhumanisme et cette réalité dystopique. Mais on peut aussi. As-tu fait le lien, je m'excuse, avec la concentration des médias? Toi, tu es peut-être un peu plus jeune, mais moi, je me rappelle, dans ma vingtaine, jeune trentaine, à un moment donné, il y a eu un blitz d'acquisition de médias. Alors, les médias mainstream, maintenant, il y en a très peu. Avant, il y en avait beaucoup. Et se sont tous fait avaler les uns après les autres. Alors, c'est devenu très concentré. Donc, on a le droit à un seul film maintenant. Donc, c'était bien, ça a été bien orchestré, ça. Parce qu'on, s'il y avait plein de médias indépendants, le mainstream, on n'en serait pas là. Tout à fait. Bon, évidemment, l'objectif numéro 1, ils l'ont bien compris, hein. Quand on veut manipuler les masses, évidemment, il faut absolument noyauter tous les moyens que cette masse a de s'informer. Et c'est là où il y a une nouveauté avec Trump, c'est que on a compris que avec Internet, il y avait une fuite de l'attention des masses qui se renseignaient de manière un petit peu plus autonome, de manière un petit peu plus souveraine, j'ai envie de dire. Et il a fallu immédiatement combler ce déficit. Et c'est pour ça que nous avons vu, par exemple, cette psyop Q déferler sur Internet et arriver comme ça pour compléter le narratif mainstream et ajouter plusieurs couches, hein, parce que c'est même pas une seule couche de mensonges, mais ajouter plusieurs couches de mensonges de sorte à ce que on ait toujours un palier au-dessus qui nous retiennent à un moment donné dans la narration, qui elle s'occupe uniquement d'une seule chose, c'est garder l'attention sur les dirigeants qu'on vous propose. Vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord, mais l'important, c'est que vous passiez votre temps à le commenter. Si possible, même si vous pouvez vous déchirer à cause de ça, ça nous arrange. Parce qu'au moins, pendant ce temps, vous faites pas vos propres enquêtes. Vous ne pouvez pas répondre de vous-même à des histoires comme Epstein. Maintenant que tout le monde sait tout ce qu'il y a à savoir sur Epstein, on n'a pas besoin ni de Trump ni de Pam Bondi pour nous sortir les dossiers. D'ailleurs, comme apparemment, en plus de ça, elle rencontre quelques difficultés manifestement, mais peut-être qu'on pourra en reparler éventuellement un peu plus tard. Mais là, je veux t'amener vers les gens autour de Donald Trump. Tu sais, comment il a abouti là? Un peu d'historique, et je sais que tu en sais beaucoup sur les gens qui gravitent autour de lui, qui l'influencent, voire qui le contrôlent. Donc, j'aimerais ça peut-être qu'on recule le plus loin possible dans le temps. Ben, alors, moi, j'ai fait plusieurs conférences à ce sujet. Donc, si vous voulez peut-être un peu plus de détails, je vais le résumer. Mais si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez aller retrouver ça donc soit sur ma chaîne Odyssey, l'apocalypse d'un trompettiste déchu, soit vous avez le double discours de la propagande US, l'opposition contrôle X sur le canal de Akina, le front médiatique. Et il y a également le boucher double 10 avec Gregorovitch et Monsieur K, puis qui est Donald Trump avec Xavier de la chaîne Haltérophilo. Donc là, vous allez avoir beaucoup de sources et vous allez, voilà, je vais cependant résumer rapidement, mais en gros, on a eu un formatage par Hollywood. Prends le temps qu'il te faut, là. Mes auditeurs, là, ils n'ont pas la chance de t'écouter souvent. Donc on a vu pendant la Seconde Guerre mondiale l'intérêt de pouvoir commenter les attaques militaires en direct, et à l'époque le public était encore il découvrait un petit peu ces technologies de communication de masse. On s'est rendu compte que ça pouvait
mener les gens à embrasser des causes communes et à soutenir des héros et ce genre de choses. Donc évidemment, Hollywood a très bien compris le phénomène et l'armée évidemment était bénéficiaire de cela, et donc ça a commencé. Ils ont comment dire réuni leurs efforts là-dedans. À l'époque avec la USAAF, la First Motion Unit, et de très grosses agences de production, donc voilà, Disney, Warner Bros, ce genre d'entreprise, ce genre de grosses entités de la production. Et donc à partir de là, nous avions déjà une super entité de la communication qui, en plus de ça, bénéficiait d'un soutien général à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. C'était l'axe du bien. Et ça s'est implanté dans les masses, et tout le monde aujourd'hui connaît Mickey, Donald, ce genre de choses. C'est rentré dans la culture. Ça a supplanté même les légendes et les mythes. J'ai envie de dire spirituels en Occident. Et puis évidemment, ils se sont emparés de cette chose-là, et comme l'histoire américaine, comme je vous l'ai dit, est très très mélangée avec les histoires de mafia et ce genre de choses, eh bien évidemment il fallait s'attendre à ce que cette prise de contrôle médiatique se fasse dans la subversion la plus absolue et selon les méthodes des gens qui gouvernaient à l'époque, et notamment ceux qui gouvernaient également dans l'ombre. Et donc là, nous avons tout le pataquès de l'OSS, de la CIA et ce genre de personnes qui ont mis leur grain de sel, ont infiltré complètement tous les réseaux de production, et petit à petit ont réussi à remplacer un certain pourcentage on va dire une portion artistique à tous ces contenus, et ils l'ont remplacé par de la propagande servant leurs intérêts et parfois annonçant des choses avec plusieurs décennies à l'avance, de sorte à bien préparer les gens à certaines thématiques. Et c'est notamment par exemple extrêmement visible avec le groupe Fox par exemple, qui appartient à Rupert Murdoch, et qui notamment a fait les X-Men. C'est un exemple que j'aime bien sortir, mais dans X-Men il y a un petit peu tout qui est au même endroit, on va dire. On a d'abord les hommes qui sont sur X, tout simplement, les X-Men, les histoires de mutation du gène X. Donc on entend en ce moment beaucoup parler de mutation, la RNM, ce genre de choses, ça va un petit peu dans le même sens. On a toutes ces histoires sur le transhumanisme. La mutation du gène X en est une forme dans X-Men, mais on l'a également avec le mélange entre l'homme et la machine. C'est le cas de Iron Man. On va l'avoir avec des expositions à certains rayons qui vont donner des super pouvoirs. C'est le cas de Hulk. On va l'avoir avec la fusion de l'être humain avec une intelligence artificielle, et puis finalement une intelligence artificielle autonome. C'est le cas des deux IA qui travaillent avec Tony Stark dans le film X-Men, enfin dans Iron Man, pardon. Et donc voilà, vous avez Jarvis qui est une IA pure avec une autre IA ennemie qu'il faut combattre. Alors on se croirait finalement exactement dans tous ces scénarios-là, avec Palantir qui pourrait être le Cérébro. Je sais pas si tu connais Daniel, toi, tous ces personnages, les X-Men. Pas plus qu'il faut, mais t'es en train de nous dire que ils ont fabriqué ces héros-là, ils nous ont préparés pour ensuite que on soit les bras grands ouverts quand le moment arriverait. Exactement. Et donc on le voit en fait à partir du moment où on se dit ça, mais c'est bizarre, il y a un rapport entre ce film-là et ma réalité aujourd'hui. Est-ce que c'est un hasard, ou bien est-ce que j'ai un moyen de remonter sur les producteurs de ces œuvres et me rendre compte qu'en fait ils seraient eux aussi mélangés avec les services? Eh bien c'est tout à fait le cas. C'est le cas de Stan Lee, donc qui est le créateur des Marvel, qui travaillait à l'US Army Signal Corps, qui est spécifiquement la branche qui s'occupe des communications, des télécommunications et d'une certaine forme d'influence sur les masses.
et qui précisément Stan Lee était publiquement trumpiste avant sa mort. Hein. Et on peut le voir à travers différentes de ses œuvres. Là, je vous parlais des X-Men, mais on pourrait dire exactement la même chose avec les Avengers, avec les guéguerres entre services secrets, entre l'Hydra et le Shield, avec toujours les mêmes spectres qui sont brandis. Hein. C'est la faute du nazisme, c'est la faute du communisme, et avec ça, c'est suffisant pour créer un ennemi. Et le héros, qui finalement n'est pas un héros démocratique, c'est un super héros qui a des pouvoirs, qui n'est soumis à aucun vote, et qui finalement décide d'aller sauver la population de son propre chef avec ses propres armes qu'il a fabriquées dans sa cave, et les gens trouvent ça normal, et finalement on nous met aujourd'hui dans cette situation. Il faut accepter que effectivement les services secrets seraient tout puissants et qu'il faudrait leur faire confiance, et d'accepter même qu'il y ait des guéguerres entre eux au détriment du peuple qui, a priori, si j'ai bien compris, sont quand même censés payer leur salaire. Donc on est dans cette espèce dans cette espèce de situation absolument rocambolesque où les gens appelle démocratie un pouvoir qui se présente comme ça et qui n'en a même plus honte, quoi. C'est-à-dire que Palantir, pour reprendre l'idée du Cérébro, donc Palantir, c'est un moyen d'espionner absolument tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ne dérange plus personne. Quand Edward Snowden est sorti avec cette histoire-là, il dénonçait Prism qui espionnait tous les chefs en Europe. Bon, a priori, non seulement ça ne dérange personne, mais quand aujourd'hui Palantir est de mèche avec Trump, on n'a plus aucun procès à faire. Je veux dire, à quoi a servi l'intervention d'Edward Snowden finalement? Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Est-ce que le fait que ce soit Trump qui possède cet outil le rend vertueux? J'ai beaucoup de mal avec ça. Il y a un deux poids deux mesures permanent qui est fait dans ce sens-là. Sinon, pour reprendre sur l'histoire de la propagande, on peut voir aussi, je l'ai retracé moi à travers mes différentes présentations avec différents intervenants. J'ai parlé notamment d'un certain Chase Brandon qui a travaillé à la CIA, au DoD, qui avait ses entrées chez Universal, la Paramount, Touchstone, Relativity Media et ce genre d'entités. J'ai évoqué également dans la littérature et les jeux vidéo l'intervention de Tom Clancy, dont Reagan disait de son roman que c'était le roman parfait. Où on a tous les concepts en fait qui nous ont été présentés sous forme de slogans dans les campagnes de Trump, à savoir les histoires de tempête rouge, d'octobre rouge, ce genre de choses. Une personne qui travaillait en lien étroit avec un certain Steve Pieczenik, donc qui est une entité de l'ombre, un conseiller qui a travaillé avec notamment Cyrus Vance, James Baker, Henry Kissinger et ce genre de personnes, qui est une caution QAnon, qui mentait en direct sur les arrestations chez Alex Jones pendant la fameuse fraude. Et ce personnage-là, au passage, on se rend vite compte que si on regarde son CV, il suffit de regarder finalement sa fiche Wikipédia, on se rend compte que une personne comme ça, c'est très délicat de lui faire confiance. Or, ce sont ces personnes-là qui sont arrivées avec les narratifs enfermer Hillary Clinton, le Pizzagate et ce genre de choses. Or, on voit que c'était des personnes qui étaient capables de faire de l'ingérence, y compris en dehors du sol états-unien. Je parle ne serait-ce que pour Steve Pieczenik, qui a joué un rôle monumental dans l'histoire d'Aldo Moro en Italie, où on parle carrément de supprimer des personnes pour pouvoir maintenir le pouvoir, pour éviter des déstabilisations et ce genre de choses. Enfin bref, ce sont les histoires de la CIA ensuite. Mais c'est ce genre de personnes qui se sont emparées du dossier et qui ont déjà un pied alors comme je vous disais, Tom Clancy, c'est les romans, c'est les jeux vidéo. Et quand je dis jeux vidéo, ce sont des gros jeux vidéo, hein, vraiment des très gros succès. Les Splinter Cell, Rainbow Six, on parle d'énormes succès où on joue, donc on incarne un personnage qui fait partie des services secrets, qui a une mission d'infiltration, et finalement on se met dans le camp de cette espèce d'alt-right américaine.
et on endosse le rôle de la CIA sans aucun problème, puisqu'on fait partie du camp du bien. Il y a aucun problème à faire de l'ingérence dans un pays étranger. OK, Et ça, c'est un coup que j'ai pas suivi du tout, là. Les jeux vidéo des 20 dernières années, là, il y a eu, il y a eu des trucs qui ont été gigantesques, là, à grande échelle, que absolument. les jeunes se sont imbibés des personnages. Absolument. La propagande arrive par tous les moyens possibles et les jeux vidéo étant à l'heure actuelle le média le plus intéressant du point de vue des élites de type Forum économique mondial. Enfin, je repense à Harari, Yuval Noam Harari, qui disait voilà, en gros, du moment qu'ils ont de la drogue et des jeux vidéo, c'est bon. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. A priori, ils ne demandent rien d'autre. Donc c'est parfait. Les gens se bloquent eux-mêmes dans une vie virtuelle, et en plus de ça, ça permet de leur raconter, de leur saupoudrer le narratif. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire un tour sur Internet et les cueillir tous. Tout le monde embarque. C'est aussi simple que ça. Donc oui, les jeux vidéo ont compté pour une énorme part. Steve Pixenic, par exemple, possédait Red Storm Entertainment, qui est une très grosse boîte, qui a ensuite fini chez Ubisoft, le partenaire de Tencent, Tencent QQ, qui est ce sont les propriétaires de la fameuse application de crédit social chinois WeChat. Donc, on voit qu'en plus de ça, tous ces milieux sont complètement sont poreux et sont interconnectés les uns dans les autres. C'est entrecroisé, c'est ça. Mais Trump, là-dedans, c'est ça, je vais revenir à lui. C'est qui l'a mis là? Comment il a, d'après toi, là, qu'est-ce qui fait que ce type-là, parce qu'on rentre pas là tout seul parce qu'on est une vedette ou un milliardaire ou qu'on fait de la télé-réalité ou je sais pas quoi. Comment? Parce que là, fallait, dans le plan, trouver un personnage, dans le fond, qui allait récupérer tous les complotistes. C'est ça? Alors, ouais, là, mais même avant d'en arriver là, pour parler de Donald Trump, parce que pour savoir qui l'a mis en place, déjà, il faut comprendre comment ça marchait comment marche le pouvoir aux États-Unis. Pour beaucoup, le pouvoir aux États-Unis, c'est la République, voilà. On s'attend à ce que l'outil soit plus ou moins démocratique et que ça marche plus ou moins comme on nous dit que ça marche. En réalité, quand on fait un peu une enquête de fond, on se rend compte que l'histoire des États-Unis, c'est avant tout l'histoire des mafias, en fait. Donc, on a eu pendant toute la période de la prohibition des mafieux liés au trafic d'alcool. Donc voilà, les années 20-30, la prohibition, les lois puritaines d'interdiction de l'alcool. Et donc on a assisté à ce moment-là à l'enrichissement massif de toutes les mafias. Et donc jusqu'à ce qu'elles puissent rivaliser avec les entités les plus puissantes du pouvoir. Il y a un autre phénomène qui a comment dire boosté un petit peu qui a aggravé ce phénomène, c'est le fascisme en Italie, où les mafieux qui étaient concurrents à Mussolini finalement ont tous fini aux États-Unis, et donc nous avons eu la mafia italienne qui a énormément compté à ce moment-là. Donc on trouve entre autres gros acteurs de la mafia, des gens comme Salvatore Maranzano, qui était passionné de l'époque romaine, ou Charlie Lucky Luciano. Et ce dernier d'ailleurs a créé le syndicat national du crime en 1929, en préparant avec Meyer Lansky un plan pour prendre le pouvoir à New York. Donc c'est donc un associé de Frank Costello, de Meyer Lansky et de Bugsy Siegel, et accessoirement Joe Adonis, Vito Genovese et ce genre de personnes. À l'époque, ils rackettaient des commerçants, faisaient de la contrebande d'alcool et profitaient grassement de la prohibition. Là, on est dans les années 30, là. Tout à fait. Charlie Lucky Luciano a finalement été le parrain de la plus puissante des 5 familles de la Cosa Nostra de New York et un des membres les plus importants du syndicat du crime, grâce à ses relations, en particulier Meyer Lansky. Et ce Meyer Lansky, il a un rôle particulier dans l'histoire des personnes qui ont mis Donald Trump au pouvoir.
Et donc dans ces chapitres de la mafia, hein, les rangs militaires sont de mise dans la hiérarchie. Et il y a notamment un certain Lewis Rosenstiel qui était donc l'associé de Meyer Lansky, qui était son commandant suprême. Donc après la crise de 1929, il y a voilà l'arrivée des démocrates où sont la plupart des mafieux hein, qui prennent part à l'influence en s'associant avec Roosevelt et finalement organisent la victoire contre les républicains. Donc il y a les associations entre les différents réseaux mafieux et le pouvoir qui est alors en pleine expansion et qui fait largement recours à une nouvelle technique qui est amenée et on va dire généralisée notamment par ce fameux Lewis Rosenstiel. C'est la notion de blackmailing, c'est-à-dire la collecte de données compromettantes sur des personnes pour pouvoir les faire chanter et leur obtenir d'eux ce qu'on veut. Lewis Rosenstiel est alors déjà connu pour être un maître chanteur en la matière, compromettant de nombreux acteurs de la vie politique et médiatique. Les précurseurs de ce qui deviendra ensuite le fameux méga groupe. Donc c'est un groupe qui est aidé par de très grosses fortunes hein, au départ du pétrole, de l'alcool. Et finalement, c'est donc une époque hein, qui rapproche toujours plus les places principales des différents secteurs de communication, militaires, institutionnels, privés, publicitaires, divertissement, presse. Bref, dans tous les secteurs idéologiques, à gauche comme à droite, et religieux comme anti-religieux. Les réseaux mafieux étaient visibles derrière le camp des républicains, notamment avec Roy Cohn, qui est le mentor de Donald Trump. Et donc, nous avons le réseau de Roy Cohn. Derrière le sénateur McCarthy, il s'est fait connaître pour faire la chasse au communisme, le fameux McCarthyisme. Et donc, lui, il contrôle à cette époque-là des services entiers, notamment la CIA, le FBI, les médias, la justice, les démocrates, les républicains, la trésorerie du B'nai B'rith et d'influents responsables religieux se proclamant juifs ou chrétiens. Il faut absolument préciser les deux. Hein. Et on le voit notamment avec le pape américain Francis Spellman, je sais pas si tu connais, qui faisait partie donc du réseau Roy Cohn. Or, Roy Cohn, Mort Zuckerman et Rupert Murdoch, le patron de Fox dont j'ai parlé tout à l'heure, étaient amis d'Epstein. Et Roy Cohn était très impliqué dans la campagne de Ronald Reagan, en 1976 et 80. Il était le chef de campagne, Roy Cohn. Donc son pouvoir lui permettait de faire des choses absolument indécentes, hein, notamment de nommer par exemple des juges fédérales à la Cour suprême. C'est ce qu'il a fait pour la sœur de Donald Trump, Marianne Trump Barry. Voilà. Hein. Il pouvait nommer des directeurs de la CIA, comme ça a été le cas donc de William Casey. Et son réseau incluait des stars, des mannequins, des acteurs, des sénateurs, des patrons de services administratifs, donc encore une fois le FBI avec Edgar Hoover, les principaux chroniqueurs de l'époque, hein, toute la presse de New York, les patrons de grands groupes médiatiques et les plus grandes personnalités de l'époque, comme par exemple Barbara Walters, qui a interviewé tous les présidents aux États-Unis. Et ce genre de figure emblématique aux États-Unis. Il était également responsable de la loge bancaire du B'nai B'rith, puisque son père également hein, était dirigeant de loge du B'nai B'rith. Et donc, on peut voir qu'il y a une connivence extrême entre toutes ces personnes. Bon, déjà, Trump et Roy Cohn, c'est connu hein, qu'ils ont fait un bout de chemin ensemble. C'est connu que Trump est le mentor que Roy Cohn était le mentor de Trump. En quelle année est-ce que se sont fréquentés là, le début? Eh bien, à l'époque, surtout à l'époque de Ronald Reagan. Et d'ailleurs, on voit ensuite la proximité avec tout le réseau jusqu'à la connivence entre Donald Trump et Epstein qui sort complètement hein, de ce réseau. Epstein n'est pas différent du réseau de Roy Cohn puisqu'il en a repris finalement le carnet d'adresses avec exactement les mêmes entités derrière, c'est-à-dire le méga groupe et quelques grandes familles, quelques gros intérêts de tous les secteurs de mafieux finalement aux États-Unis. Donc Epstein était le maître chanteur. Là. Oui,
C'est effectivement un de ses rôles. Il faisait pas que ça, mais il donnait des financements et enfin voilà, c'était pas uniquement le maître chanteur, c'était quelqu'un qui donnait accès à de l'argent. Hein. Je pense beaucoup de gens ont touché de l'argent d'Epstein. Aujourd'hui, on nous parle du carnet d'adresses d'Epstein. Ça n'a aucun sens en réalité parce que tout le monde a fait du business avec Epstein à l'époque. C'était presque impossible, c'était un incontournable en réalité, puisque on arrive dans une ère quand Epstein reprend le dossier de Cohn, où le réseau mafieux israélien est extrêmement bien implanté, où Israël a beaucoup avancé. Enfin bref, on arrive à un moment où les Israéliens commencent à peser quand même beaucoup plus dans tout cet équilibre. Et donc, pour reprendre rapidement hein, sur ce réseau, donc il était donc responsable de la loge du Bnei Brit, et on voit la connivence donc entre toutes ces personnes. Quand par exemple Trump, Barbara Walters et Alan Dershowitz ont servi de témoins de moralité pour Roy Cohn. Donc Alan Dershowitz qui était lié lui aussi à Epstein. Et puis on a Paul Manafort qui est impliqué dans l'affaire Mueller, qui avait défrayé la chronique sur l'ingérence russe sur les élections américaines, qui avait été présenté par Roy Cohn à Donald Trump et qui a fini d'ailleurs directeur de campagne de Trump. Mais on a également l'influence des Bronfman, qui eux avaient le réseau Seagram, qui était d'ailleurs implanté au Canada. Hein. Il me semble que c'était une des plus grandes distilleries au monde, si ce n'était la plus grande distillerie au monde, qui ensuite a racheté Universal, puis ensuite s'est fait racheter par Vivendi. Enfin bref, ils se redonnent entre eux leurs outils. On voit qu'ils n'ont pas tellement de scrupules à se revendre leurs armes de propagande massive entre eux. Et on a également donc Ronald Lauder, une sorte d'accompagnateur d'Epstein, qui lui tout simplement a été propulsé au Pentagone, ami de Netanyahou, donateur à Israël, légion d'honneur par Macron, et ce genre de personne qui a énormément compté dans la vie d'Epstein, puisque c'est notamment lui, si je ne me trompe pas, qui lui avait fourni des faux passeports, ou ce genre de choses. Donc on voit qu'il y a toute une nébuleuse mafieuse autour de Donald Trump qui trouve ses ramifications dans absolument tous les courants politiques de l'époque et toujours aujourd'hui. Et donc on nous a organisé une espèce de chasse à la sorcière du Marais. Mais le problème, c'est que les personnes qui nous ont vanté ce narratif sont précisément des gens qui sont tous issus de ce Marais et qui peut-être eux-mêmes sont tenus au chantage. Donc du coup c'est très difficile de faire confiance. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que quand on regarde l'affaire Epstein, qui a été recruté par Alan Greenberg, qui a été mis en contact avec Leslie Wexner, un proche des Bronfman dont je parlais tout à l'heure. C'est là qu'Epstein fait sa carrière en développant l'activité de Roy Cohn avec Ronald Lauder, donc et le méga groupe. Et donc quand on regarde aujourd'hui, quand on nous dit on va sortir les dossiers d'Epstein, je trouve ça très curieux et à la fois je trouve ça impossible d'une certaine manière, puisqu'il faudrait faire tomber absolument toute l'instruction. Mais est-ce qu'il y a des trucs qui ont sorti là? J'ai pas suivi ça. Je sais que ça se faisait récemment, semble-t-il, mais. Alors oui, alors ça a déçu. Au compte-gouttes, c'est ça? Ça a déçu beaucoup de monde. Ça a déçu beaucoup de monde. En fait, il y a une personne qui a été chargée de sortir le dossier qui s'appelle Pam Bondi et qui est procureur général des États-Unis, donc il fait partie du DOJ. Bon, c'est une parenthèse, mais bon, c'est pas une parenthèse. Elle est pro-israélienne, hein, donc elle a un conflit d'intérêts par rapport à l'affaire d'Epstein qui concerne précisément le Mossad. Dire, si on est complètement pro-israélien, comment est-ce qu'on va dénoncer le Mossad, hein, parce que le méga groupe c'est quand même relié au Mossad.
pour moi, ça ressemble à un conflit d'intérêts majeur. Mais bref, on verra ce que ça donnera. C'était une personne qui était AG, c'est-à-dire procureur général de la Floride, quand Epstein a été réarrêté pour trafic sexuel de mineurs en Floride et à New York le 6 juillet 2019. Donc, elle connaît très bien normalement le dossier. Hein. Quand un dossier comme ça nous passe entre les mains, on ne me fera pas croire qu'elle n'en connaissait que que la quatrième de couverture. Je pense qu'elle a dû plonger dans le dossier. Aujourd'hui, elle fait semblant de ne pas savoir qu'en fait, les 200 pages qu'elle avait à disponibilité n'étaient pas l'entièreté du dossier. Donc, elle dit, le FBI fait de la rétention et j'obtiendrai tous les dossiers. Oui, bien sûr. Mais bref, quand on voit, donc elle a fait une commission, elle a mis 5 personnes qui ont reçu les dossiers Epstein, donc on les a vus exhiber leurs dossiers. Mais évidemment, si on veut sortir une affaire comme Epstein, on sort tout, et on sort tout, si possible, non caviardé. Là, j'ai l'impression de lire les contrats entre l'Europe et Moderna, en fait. Hein, mais est-ce que tu pensais vraiment que tout ça sorti, toi? C'est impossible. Et puis de toute façon, ce n'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est qui a eu des relations sexuelles avec des mineurs. Finalement, ce sont des coupables qu'on recherche. C'est pas un carnet d'adresses. Dans tous les cas, je crois pas que ce soit la meilleure façon de se saisir du dossier. Et il y a un autre détail qui est absolument choquant. C'est un détail qui est passé un petit peu inaperçu. Je vais me répéter là-dessus. J'en ai parlé une fois déjà. Mais on nous dit donc que Trump est à l'origine de l'arrestation d'Epstein. On le salue pour ce genre de choses. Mais donc moi, je pense que c'est l'inverse en réalité. Il faut se rappeler d'un détail. Une affaire dont on n'a pas entendu parler. Il s'agit d'Alexander Acosta. Il avait avant été nommé par W. Bush et avait servi sous Obama au poste de procureur des États-Unis pour le district sud de la Floride. Le fait troublant, c'est le suivant, c'est qu'en 2008, Acosta a approuvé un accord fédéral de non-poursuite de Jeffrey Epstein. L'accord qui a donc protégé à l'époque Jeffrey Epstein a été conclu sans consultation des victimes et a ensuite été jugé illégal par un juge fédéral pour violation de la loi sur les droits des victimes d'actes criminels. En fait, il s'agit d'un acte tout à fait ciblé et précis. En fait, en mars 2005, la police de Palm Beach a commencé une enquête secrète de 13 mois sur Epstein, y compris une perquisition à son domicile, sur la base d'informations selon lesquelles il était impliqué dans le trafic sexuel de mineurs. Et l'enquête du FBI a abouti sur un acte d'accusation de 53 pages en juin 2007. Donc à cette époque-là, des informations, ils en ont déjà sur Epstein. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Epstein et Trump avaient déjà fait énormément de choses en commun, puisqu'on a des vidéos de Trump et d'Epstein où ils sont amis qui remontent à au début des années 90. Et donc, Acosta, qui était alors procureur du district sud de la Floride, a accepté un accord de plaidoyer pour accorder l'immunité contre toutes les accusations criminelles fédérales envers Epstein, ainsi qu'à 4 co-conspirateurs nommés et à tout co-conspirateur potentiel non nommé. Cet accord a mis fin à une enquête en cours du FBI visant à déterminer si d'autres victimes et d'autres personnes puissantes avaient participé aux crimes sexuels d'Epstein, et cela a mis un terme à l'enquête et scellé l'acte d'accusation à l'époque. Plus tard, en 2019, en pleine pagaille médiatique autour de Epstein, Acosta a dû démissionner de son poste sous le poids des pressions. À savoir que lorsqu'il avait été sélectionné pour son poste au sein du cabinet de l'administration Trump, Acosta a déclaré « On m'a dit qu'Epstein appartenait au service de renseignement et qu'il fallait le laisser tranquille ». Donc, c'est une bien curieuse manière de prendre l'affaire Epstein au sérieux que de recruter celui qui a bravé la loi et l'indignation publique pour avoir fabriqué une immunité juridique spécifique à Epstein. Parce que derrière, Trump le recrute, ce personnage. C'est son avocat, McGahn, qui défendra également Trump dans les affaires d'ingérence russe en qualité de conseiller juridique de la Maison-Blanche pour l'administration Trump et qui lui a proposé la candidature d'Alexandre Acosta.
Mais chacun sait que Trump connaissait très bien Epstein, au moins depuis les années 90, comme je disais. Lorsqu'on connaît aussi bien quelqu'un, on est au courant de ses affaires en temps réel, et un coup de fil suffit en réalité. Trump connaissait donc pertinemment le rôle qu'avait joué Alexander Acosta auprès de son ami pour le protéger des poursuites, et même auprès de leurs amis communs, dont je présente une ribambelle dans mes précédentes vidéos, puisque bon nombre d'entre eux sont impliqués dans la devanture éhontée de la justice américaine, de Bill Barr, fils de celui qui avait donné son poste à la Dalton School à Jeffrey Epstein, Donald Barr, écrivain aux tendances malsaines. Alors, je sais pas si vous connaissez Donald Barr, je sais pas si tu en as déjà parlé sur ta chaîne, jusqu'à Alan Dershowitz, donc. Mais ensuite, Acosta a été remplacé. Et il a été remplacé par Eugène Scalia. Or, Eugène Scalia, c'était l'assistant de William Barr. Alors, pour que les gens comprennent bien. Le premier poste qu'a obtenu Jeffrey Epstein dans un collège, la Dalton School, c'est un certain Donald Barr qui le lui a donné. Ah, tiens, le père de William Barr, qu'ensuite Donald Trump a nommé à la tête du DOJ. Donc, une fois qu'on a dit ce genre de choses, on se rend compte que toute l'affaire est noyautée et qu'il n'y a absolument aucun moyen de sortir des conflits d'intérêts pour pouvoir estimer quoi que ce soit. Ça veut dire que si on vous sort un dossier Epstein demain, méfiez-vous. Les personnes qui vous sortent le dossier Epstein sont peut-être tout simplement ses complices, sont peut-être tout simplement ses rivaux, ou sont peut-être même, ou peut-être qu'on vous invente, qu'on vous invente quelque chose à un endroit dans la narration. Mais on ne peut absolument pas faire confiance dans ces cas-là. Et évidemment que Pam Bondi risque pas de sortir grand-chose. Ça me semble évident, surtout qu'elle était elle-même âgée, c'est-à-dire procureure générale en Floride en 2019. Mais Trump, tu dis en 2019, quand il y a eu la controverse, mais en 2019, il achevait son terme. C'est pas là qu'il a nommé. C'est pas en 2016 qu'il y a eu une controverse avec Acosta. Si. Alors ça c'est encore un autre détail. Pendant l'élection, il y a eu la commande qui a été faite pour cette fameuse histoire de Pizzagate. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à entendre parler d'affaires de pédocriminalité de réseau qui concernaient le pouvoir. Mais déjà à l'époque, Epstein n'était absolument pas relié à cette affaire de Pizzagate. Cette histoire de Pizzagate est sortie un petit peu comme pour faire une sorte de contre-feu à cette histoire d'Epstein. On sent bien que l'histoire d'Epstein n'arrange absolument pas Donald Trump. On le comprend facilement. C'était son ancien collègue. Ils ont fait des choses ensemble. Ça a tendance à accuser un petit peu tout le monde autour de lui. On comprend bien que l'histoire d'Epstein, ça ne l'arrange pas. Et donc nous avons eu ce que moi je pense être des contre-feux, c'est-à-dire toutes ces histoires de pizza qui sont sorties, et notamment cette histoire qui est sortie en 2016-2017 et qui a été un des premiers ça a été le premier plat de résistance de la PSYOP Q, c'est-à-dire que une fois qu'on dit voilà les démocrates sont méchants, ils ont essayé de faire obstruction et ce genre de choses, d'entrée de jeu, on va faire une accusation sur les démocrates et on va les traiter de pédosatanistes, mais on se garde bien de relier tout ça à Epstein. À l'époque, la fameuse affaire ne remontait pas à ce point. Ce sont les complotistes qui s'intéressaient au sujet à l'époque qui ont eux-mêmes fait le lien. OK, mais c'est quoi le but d'exploiter ça? Là? En quoi ça apporte quelque chose dans le plan? Si à un moment donné, votre idée, c'est de réformer le pouvoir, il va vous falloir gagner la confiance des gens. Il va vous falloir obligatoirement dénoncer quelque chose. Il faut donner un os à ronger. Donc, on va créer une équipe de méchants. S'il faut, même, on va la créer ex nihilo, c'est-à-dire qu'on va recruter des gens uniquement sur la base du blackmailing et à la fin, se faire le luxe de balancer tout le monde devant les caméras. Comme ça, on passe pour de vrais sauveurs, des gens qui font vraiment, qui arrêtent vraiment les gens. Et ça met du piquant dans la sauce. Ouais, OK. C'est ça, il y a une raison pour tout.
Ah oui, oui, oui. C'est tous ces messages-là, je pense ils doivent se Mais prendre en la tête. parle-moi de Q un peu. Moi, j'ai moyennement suivi ça à l'époque. Là, tu sais, je me suis réveillé tranquillement vers 2018, 2019, 2020, mais j'étais pas QAnon, Donald Trump là, à temps plein, loin de là. Mais Q, ça aurait été comme créé par ces gens influents-là pour encore une fois là, faire entrer les complotistes dans un espoir, le top secret, que là, nous autres, avec nos codes et puis trust the plan, etc. là, c'est qui est en arrière de ça? C'est quoi ça? Alors, ben, pour fabriquer Q, bon déjà, il faut essayer de comprendre comment est-ce qu'on va atteindre les gens. Il faut qu'il y ait une communication qui ne sorte pas directement du du pouvoir, mais qui atteigne directement les complotistes. Bon, évidemment, pour ça, il aura fallu une interface, et cette interface, elle est sortie sur le réseau social qui, à l'époque, appartient à un certain Watkins. Je renvoie sur l'émission que j'ai fait chez Alterophilo pour les détails. Ouais. Mais il s'agit du réseau social 4chan, qui ensuite est devenu 8kun, 8chan, puis ensuite 8kun, et sur lequel il y a un compte anonyme qui s'appelle Q, et qui a commencé à faire ce qu'on appelle des Q drops. Alors, à savoir que ce réseau, avant que tout cela ne sorte, euh, la Fox avait déjà fait une publicité pour ce réseau en disant que en gros les personnes les plus puissantes du monde actuellement étaient sur ce réseau social. Donc ça a déjà fait une espèce de petit appel et je pense que les gens y sont allés en masse. On a découvert à ce moment-là un réseau social OK. qui était très dans l'esprit de l'époque, c'est-à-dire qui mélange un petit peu le porno japonais, les insultes gratuites et comment dire, qui qui servait un petit peu de décompensation pour toutes les personnes frustrées de la politique woke. Et donc, ça a très très bien marché. Et les gens sont tombés sur ce fameux compte Q et ont commencé à générer une sorte de nouvelle idéologie politique à grand renfort de mémétique, c'est-à-dire des petites images qui se diffusent très très bien, qui deviennent virales sur Internet, et notamment leur mascotte, la fameuse grenouille Pepe the Frog. Et donc, on a l'outil qui va ensuite permettre d'annoncer ce que Trump ne dit pas et ferait comment dire de manière cachée et réexpliquer toutes les stratégies de Trump en les recommandant en temps réel pour expliquer ce qu'on ne voit pas de son action. C'est-à-dire, il y a une action qui est faite pour les mainstream et ensuite il y a une action qui est réellement menée derrière et il faut faire confiance à cette action-là, même quand on ne la voit pas. C'est voilà, il suffit de manger du popcorn et a priori ça devrait arriver. Et c'est par le biais de ce réseau-là que nous avons toute une série de théories du complot qui ont été comment dire agrégées et transformées en une espèce de crypto de crypto plan politique, de crypto-programmes politiques pour tous les complotistes qui attendent de Trump finalement, qui lutte contre le nouvel ordre mondial finalement, qui lutte contre contre le complot finalement. Et donc, évidemment, pour y arriver, il aura fallu balayer tous les différents sujets de la complosphère, en allant de Kennedy au 11 septembre, en passant par les histoires de pédosatanisme de réseau, d'adénochrome, bref, tous les sujets extrêmement fascinants du complotisme, avec les potentiomètres à fond, hein, comme la lettre Q finalement. Et donc on s'est mis à accuser le camp des démocrates, donc Hillary Clinton, de Frazzle Drip et ce genre de choses, c'est-à-dire comme quoi il y aurait des vidéos cachées où on verrait ces personnes-là faire des choses absolument abominables et on a fait énormément espérer les gens sur ces choses-là, sur des rumeurs.
Et étant donné que ça venait effectivement d'un bureau très proche de Donald Trump, puisqu'ils en ont montré des gages, eh bien ça a donné énormément de crédit à QAnon. Donc les gens ont commencé à se dire qu'il s'agissait donc d'un bureau secret avec ce qu'on appelle des white hats, c'est-à-dire des entités de l'ombre qui veulent le bien, hein, rassurez-vous, mais qui au final eh bien essayent de quand même avertir les gens. Voilà, en loose day, il y a les gens qui s'informent par le mainstream, il y a des gens qui s'informent de manière alternative, et puis il y a ceux qui ont la chance de connaître QAnon et qui finalement sont invités à faire partie du chapitre en étant des digital soldiers. Donc les gens sont invités en plus de ça à faire partie d'une sorte d'armée digitale, d'une sorte d'armée virtuelle, dont on avait vu d'ailleurs les prémices, puisque QAnon on va dire c'est une sorte de remake de ce qu'on avait vu avant avec les Anonymous, une méthode qui était déjà éprouvée hein, finalement, où les services se sont de suite emparés des solutions hein, qu'Internet présentait. Et donc voilà, on a eu ce fameux réseau QAnon qui a commencé par s'emparer du dossier de Trump à la sortie du débat entre Mueller, Steele et ces histoires d'ingérence russe. Et dès que le dossier était suffisamment propre du point de vue de Trump, eh bien nous avons eu cette déferlante QAnon. Avec tout un tas de gens qui venaient parler de Trump comme une forme de héros, qui avait tous les services secrets contre lui, qui avait les médias mainstream contre lui, qui a fait bref. C'est de là que c'est parti et c'est comme ça que ça a pu prendre finalement. Et moi j'avais même entendu que c'était Trump qui était en arrière de ça, là, qui écrivait, qui passait les messages. Alors c'est pas peut-être pas Trump directement, mais si moi les recherches que j'ai fait là, je vous invite à aller voir l'Apocalypse d'un trompettiste déchu. Je rentre un peu dans certains détails et également c'est sur ta chaîne Odyssée ça ou c'est sur ma chaîne Odyssée effectivement. Ok. Donc sur Odyssée, mesdames et messieurs. Mais tu as parlé de l'alliance. Et ça en est une autre affaire, l'alliance. Parce que moi, dans la sphère, dans la complosphère, il semble avoir différentes allégeances. Et il y en a une certaine minorité, dans la minorité, tu sais, qui me parle de l'alliance. Tu sais, l'autre jour, j'ai dit à une amie, bon, un tel est décédé, un animateur télé, whatever, tu sais. Ah, ça, c'est l'alliance. Et puis là, ça me parle de ça, là, puis comme convaincu, là, comme t'es là, t'as une casquette, puis moi, j'ai un veston beige. Mais c'est quoi ça, l'alliance? C'est encore le fruit de l'imagination fertile des grands cerveaux? C'est quoi ça? On va dire, c'est un nouveau mot qui est employé pour dire c'est le camp du bien, quoi. C'est l'axe du bien, l'alliance. C'est bien, l'alliance, ça réunit toutes les bonnes volontés, hein, toutes les âmes de bonne volonté. C'est des gens qui s'allient, c'est des gens qui sont des chercheurs de vérité, qui cherchent à être éveillés. Ce sont des mots, hein. C'est comme quand on dit démocratie ou liberté ou ce genre de choses. Les politiciens, quand ils emploient ce genre de termes, ils savent que c'est suffisamment creux pour que tout le monde aille s'y loger finalement. Mais dans les faits, c'est rien, c'est du vent, là. Ah, dans les faits, c'est un concept, hein, parce que si on regarde la véritable alliance de Donald Trump, on se rend compte que ça se passe même pas. C'est même pas essentiellement aux États-Unis que ça se passe. Hein, c'est l'alliance avec le Sanhédrin à un moment donné. Donc c'est un bien grand mot. Qui en plus de ça, quand on regarde qui a vraiment qui fait vraiment partie des publics cibles de toutes ces psyops, on se rend compte qu'en réalité, on a absolument tout le monde dans tous les réseaux. C'est-à-dire qu'on va draguer, c'est une espèce d'œcuménisme des spiritualités au sens large. C'est-à-dire un tel qui croit aux affaires de Elohim et des extraterrestres qui sont venus, il est invité au chapitre, il peut faire partie de l'alliance, il n'y a pas de problème. Un tel qui croit que, c'est tout fait partie de l'alliance finalement. À partir du moment où on est derrière Trump, on fait partie de l'alliance. C'est bon, c'est les gentils. Il y a pas de problème. Ça va être ça va être le bon transhumanisme. Ce sera la bonne IA. Oui. Ce sera le. On pourrait dire que Trump, il a pris des bonnes décisions. On en a parlé un peu tantôt. Tu sais que
que de bonnes nouvelles, mais moi, ce que j'ai cru observer, c'est que il y a quand même, on dirait qu'un peu tout le monde est encore libre. Hein? Tu sais, Anthony Fauci, je pense qu'il est the most desired man on earth, il est encore libre comme l'air. Même chose avec Bill Gates et tout le monde. On n'entend pas un mot sur libérer Rana Fulmich, qui est coupé en prison pour une cause civile, mais on sait très bien qu'est-ce qu'il faisait Fulmich. Bref, mais on va nous dire, ouais, mais regarde tout ce qu'il a fait depuis qu'il est rentré. C'est parce que s'il avait rien fait, là, on serait pas content non plus. Donc, est-ce qu'on a, on est correct de pas être content puis de dire, ben non, c'est une supercherie. Non, moi, personnellement, je trouve que c'est trop. Moi, je trouve qu'ils en ont trop mis. Comme trop, c'est comme pas assez. J'aimerais savoir ton point de vue là-dessus. C'est ça. Non, bien sûr, c'est de la pure ingratitude de notre part. C'est évidemment qu'on va nous reprocher ça, hein, de dire ah bah, pour une fois qu'on bouge quelque chose, vous êtes pas content. Oui, mais mettons, Daniel, que nous sommes associés. Tu vas jouer le rôle du méchant, je vais jouer le rôle du gentil, d'accord? Pendant 4 ans, c'est toi qui as le pouvoir et tu fais des choses horribles. Puis ensuite, je prends le pouvoir et je te chasse du pouvoir. Mais bien sûr, tout ça est entendu entre nous. Est-ce que ça fait pas de nous des escrocs? Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Si on veut parler de l'USAID, bon déjà c'est une très vieille institution, hein, initialement dédiée aux questions d'immigration. Parle-nous un peu. Ouais, la USAID, ouais. Ouais. Qui a été mise en place sous Kennedy et dont le siège d'ailleurs se trouve au Reagan Building. C'est anecdotique. Donc ça sert aujourd'hui de bouc émissaire, mais c'est une manière un peu caricaturale de comprendre les institutions d'ingérence. En fait, j'attends de voir le jour où, par exemple, tu disais que c'est trop et pas assez à la fois. J'attends de voir le jour où la NED qui découle de l'USAID se verra mise en difficulté publiquement. Comme ça, on pourra découvrir que de la même façon que l'OTAN encerclait la Russie, eh bien la NED encercle actuellement la Chine. Et c'est un petit de l'USAID, mais à un moment donné, c'est facile de prendre la bicoque la plus effroyable, qui a les dépenses les plus effroyables, et de dire allez, on coupe le budget, comme ça au passage, ben on se rend bien compte que ça affaiblit tout le monde. Beaucoup de gens, en dehors des États-Unis, comptaient sur l'argent de l'USAID. C'est-à-dire que on met un gros trouble au passage. Tous les ennemis, d'un coup, ils perdent leur subvention. Mais au final, on tue l'organisme qui, lui, entre-temps, a eu le temps de se reproduire et de faire ses petits, mais on ne tue pas ses petits. Donc, c'est bien beau de balancer l'USAID, mais il faudrait parler de la NED dans ce cas. Parce que les Chinois, eux, ça leur plaît pas d'être encerclés par la NED, par exemple. Je veux revenir sur les événements qu'on pourrait parler 5 heures de temps. Les événements récents. C'est quoi ta lecture, toi, avec Zelensky, Trump, J.D. Vance et tout ça? Donc, est-ce que tu penses, toi, que on a effleuré le sujet tantôt, mais est-ce que tu penses que Zelensky était dans le scénario, tout simplement, ou il aurait été piégé, là? Est-ce qu'on est naïf au point de penser qu'il a été piégé? Ou c'est, pour toi, Joe Masso, c'est très clair que il était dans le scénario du bureau ovale vendredi passé? Honnêtement, c'est difficile d'arriver avec beaucoup de certitude. Ce qui est une certitude, c'est que l'issue, elle était connue. Ça me paraît évident que l'issue de tout ça était connue. Moi, ce qui attire plus mon attention, c'est Trump l'a avoué, finalement personne ne le relève. C'est que Trump va arrêter de vendre des armes à l'Ukraine. Or, je croyais, à un moment donné, que Trump et Poutine étaient amis. Comment se fait-il alors dans ce cas que Trump fasse les accords pour les Stinger, les javelins, ce genre de choses? Il peut armer comme il veut l'Ukraine, et puis du jour au lendemain, il s'arrête et il fait passer Zelensky pour le méchant de l'histoire. Mais je trouve ça un peu curieux. Si demain je te vends des armes pour aller taper sur quelqu'un, et je sais pertinemment que c'est ce que tu vas faire, et que après-demain je viens te voir et je te dis hey, c'est pas bien, tu es allé l'attaquer, tu as même pas réussi. Si ça continue, j'arrête de te donner des armes.
et tout le monde applaudit. Je ne comprends pas du tout comment les gens ne peuvent pas observer cette situation pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, c'est juste incroyable. À un moment donné, est-ce que quelqu'un va dire à Trump, mais vous êtes en train de charger Zelensky, mais c'est vous qui l'avez armé. Vous faites partie de son équipe, a priori. C'est bien beau de passer pour un sauveur maintenant devant tout le monde. Et ce que je trouvais intéressant, j'ai écouté la version complète hier soir. Et puis là, j'ai découvert d'autres choses parce que là, Trump, il disait « After lunch, we're gonna sign the deal ». C'est rare que tu vois ça. Des hommes d'État disaient « Après le dîner, là, on va signer ». Tu sais, c'est comme... C'est plus que rare. On vous dira pas que la chicane va prendre entre-temps puis qu'on va le mettre à la porte dans le scénario. Je trouve ça fantastique. La question au début avec un autre influenceur vendredi soir ou samedi, on était venu à la conclusion que Vance et Trump avaient piégé Zelensky. Moi, je pense plus que c'est une possibilité. Hein. Sont dans le même film. Ouais. Oui, parce que Zelensky a très bien pu être mis en place par un réseau plus proche de Biden. Lui-même, Zelensky, s'il faut, ne comprenait pas la culture américaine, n'avait pas une idée très approfondie de ce qu'était le secret américain, et peut-être que Trump réussit à lui faire gober qu'en réalité, tout simplement parce qu'il y a un changement d'administration, alors que l'argent n'a pas de couleur, hein. Quand on remonte au-dessus, c'est BlackRock, Vanguard, State Street, point. Ça ne va pas plus loin. A priori, ça suffit qu'on change de couleur pour que d'un coup, voilà, on peut reprocher ça à Biden. C'est toujours très pratique, hein. On a un colosse qui a une jambe bleue, une jambe rouge, et chaque fois que la jambe bleue a fini de marcher, on a l'impression que la jambe bleue n'appartient pas au même colosse, en fait. Et sauf que, si, la jambe bleue, c'est comme la jambe rouge. En fait, c'est le même personnage. Et les gens se font tous piétiner, en fait. Et Zelensky, peut-être que c'est ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il était dans la combine dès le départ. Mais enfin, bon. Au final, c'est pas si intéressant pour nous, puisque ce qui nous intéresse, nous, en tout cas, moi, en tant que Français, c'est surtout que les gens se saisissent des sujets pour concrètement aboutir sur savoir quoi faire maintenant de leur vie. Parce que si on attend encore après Trump maintenant, ou après Poutine, ce qui ne vaut pas mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire où est la souveraineté dans tout ça? Où est la France dans tout ça? Enfin bref, moi c'est plus ces sujets-là qui m'intéressent plutôt que de savoir absolument qui était de la combine ou pas, à quel niveau. Parce que c'est sûr que de la combine, Zelensky il en était au moins dans le sens où c'est un acteur comme les autres. Lui aussi, je veux dire, on sait que c'était quelqu'un télé-réalité, lui. Oui, il a des talents, ce monsieur-là, et je sais qu'apparemment il faisait du piano, ce genre de choses. Bon, à un moment donné, ils en sortent tous de toute façon. Ils en sortent tous de la télévision. Mais dans ce que tu racontes, là, il y a quand même des trucs qui sont, je vais faire l'avocat du diable, sont circonstanciels où un bon gars pourrait se retrouver un moment donné en compagnie d'un tel et un tel et qui sont pas très recommandables parce que tu peux pas arriver au pouvoir comme ça. Donc, toi, Joe Masso, dans le fond, personnellement, t'as comme zéro doute sur Donald Trump. C'est zéro doute. Absolument aucun doute. Mais c'est-à-dire qu'après, moi, je marche à la franchise. Je déteste le double discours. Donc, si quelqu'un arrive et dit, je vais accélérer les plans de Big Pharma pour les montrer au grand public, il y a intérêt à ce que ça se passe très très vite, parce qu'on n'accélère pas la marche de notre ennemi. Ce n'est pas possible. Une fois qu'on a fait ça, c'est déjà trop tard. J'ai même pas besoin d'argumenter les 20 heures que j'ai fait. Ça n'a absolument, ça n'a plus aucune utilité. Il a fait Warp Speed, il a accéléré le programme du complexe militaro-industriel. Il ne les a jamais mis en défaut, voire même, il s'est arrangé avant de le lancer pour les protéger au niveau de la justice, en faisant sa modification. Parce que je rappelle. En 2018, Trump confie à la HHS la responsabilité de la défense contre les menaces biologiques. Le secrétaire de la HHS, c'est alors Alex Azar.
le conseiller de Trump à la sécurité nationale, c'est John Bolton. Le secrétaire adjoint du HHS, c'est Robert Kadlec, à la tête de l'ASPR, qui décidera de la stratégie vacherinale. Donc, c'est pas Anthony Fauci qui en a décidé, ni voter les milliards qui sont allés dans les poches de la Barda ou du projet BioShield. J'invite les gens à se renseigner là-dessus. Depuis des décennies. Mais tout l'appareil républicain, c'est-à-dire les gauches et les droites successives, je dis l'appareil républicain au sens large, hein, qui comprend les démocrates et les républicains, c'est-à-dire la République américaine. Donc, avec Trump qui arrive comme une cerise sur le gâteau pour conclure un chapitre de la politique américaine et qui a enclenché ni plus ni moins que Warp Speed. Mais c'est quand même lui, à un moment donné, qui change la loi pour que ces gens-là soient protégés. La modification sur Prépacte. Donc, mais Warp Speed, c'est pas une stratégie. Moi, je regardais stopworldcontrol.com pour pas le nommer. Là, c'est un de mes sites préférés. Mais là, soudainement, je me regarde un petit peu plus une petite gêne sur Sorensen, le gars qui roule ça. Parce que lui, il disait que Warp Speed, c'était un coup fantastique, un coup d'échec incroyable de Trump. Parce que sinon, on aurait été confinés des années. Et puis, il les a déjoués avec des vaccins faits à la vitesse de l'éclair. C'est n'importe quoi. Ouais, mais c'est de valeur parce que c'est pas un imbécile qui dit ça. C'est pas tout des farfelus, mais, bon, mais je suis un peu d'accord avec toi, c'est un peu n'importe quoi parce qu'à la fin de l'histoire, il a vacciné tout le monde. C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il se fait coincer sur un propos de l'OMS. Mais je veux dire, si il veut vraiment être président à ce moment-là et prendre des décisions, ou au moins protéger son peuple, la moindre des choses, ça aurait été qu'il prévienne les gens. Attention, il y a ces personnes-là qui comptent nous enfermer pendant tant d'années. Mais on a eu une brève citation qui a été déformée. Cette citation, elle est du moment même où Trump se vante d'être le père des vaccins. Il dit pas bon, je vais les laisser faire, on verra comment ils s'en sortent. Non, il dit je suis le père des vaccins. Il s'en est vanté jusqu'à encore pas si longtemps. C'est pas comme s'il avait accéléré quelque chose au détriment d'eux. Il prend possession de la chose et à aucun moment les gens n'ont été inquiétés. Ni ceux qui parce qu'on parle de Fauci, mais Fauci ça n'a rien à voir au final. Ce qu'on lui reproche, c'est les gains de fonction. Donc déjà c'est encore un autre sujet, même si c'est connexe. Mais c'est pas lui qui a fait la politique vaccinale. Et est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on y a vraiment gagné au change? Je pense que si ils avaient voulu nous enfermer, alors est-ce que Trump ne peut pas sortir du bois en disant bon, vous enfermez la population, maintenant ça suffit, on va balancer tout le monde, on connaît les dossiers, on a les services secrets, on peut balancer plein de dossiers si on veut. Pourquoi est-ce que ce sont des gens comme nous qui faisons des recherches pour savoir les contrats avec le DOD, la Barda et ce genre de choses? Trump, il est au courant de tout ça, son équipe, ils sont au courant de tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent tout simplement pas parler franchement aux gens pour qui ils sont censés travailler, c'est-à-dire le peuple? Et quand on voit comment les choses ont été décidées et avec qui, voilà, des personnes comme Robert Kadlec, tout le monde savait que c'était un lobbyiste, le boss de la SPR là. Il travaillait pour Emergent Biosolutions. Il a publiquement déclaré à Politico en 2018 que l'une de ses principales priorités était d'obtenir une prolongation de 10 ans du fonds de réserve spécial du projet BioShield, une allocation destinée à l'achat de contre-mesures telles que les vacheries à RNM, donc des médicaments et des diagnostics, qui a été autorisé d'ailleurs au passage la première fois sous le président de George W. Bush en 2004. Donc, ce sont des choses qu'on connaît depuis longtemps. Quand il y a une personne comme Jared Kushner qui s'occupe de faire la médiation auprès de la Maison Blanche pour introniser Scott Gottlieb dans la task force, Scott Gottlieb qui a été quand même, on parle de quelqu'un qui a été à la tête qui a bossé en haute sphère à la FDA. Il a travaillé pour Pfizer, pour GlaxoSmithKline, conseiller de campagne de Trump en 2019, impliqué donc dans les décisions de confinement avec Fauci et Deborah Birx, c'est-à-dire que ce sont eux qui ont signé les confinements. Qu'on nous dise pas que à cause de
c'est lui qui le signe. Il a même patienté un peu avant de le faire. Il faut que les gens se rappellent. C'est quand même lui qui parle de confinement. S'il ne prend pas la décision et qui tient le choc, il n'y a pas de confinement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de nous sauver d'un confinement qu'il a lui-même mis? Donc, on est dans une affaire de pompiers pyromanes, si je comprends bien. Pour déjouer l'ennemi. Oui, oui, oui. Mais je vais t'entendre. Mais ouais, t'es en train de dire de quoi d'intéressant, mais tu me parleras de Canada après parce que je veux vraiment t'entendre là-dessus. Oui. Donc, oui, pour reprendre sur Scott Gottlieb, hein, donc il est impliqué dans les décisions donc de confinement avec Fauci et Deborah Birx, donc est la coordinatrice de la Coronavirus Task Force à l'époque. Il a autorisé le tout premier produit de thérapie génique en août 2017, biotechnologie, donc notamment pour le compte de l'armée. Hein. Donc bon, il bosse de la FDA entre 2018 et 2019 et il a signé la règle finale du registre fédéral pour la légalisation de la non-réglementation des produits biotechnologiques. Donc le gars a un pied dans tous les médias. Je veux dire, Moncef Slaoui, qui a des intérêts avec Moderna à l'époque où on l'engage, il a, je crois, 10 millions d'actions chez Moderna. Moderna qui a été créé uniquement pour la COVID. C'était. Ah ben là, oui, effectivement. C'est venu au monde en 2017-2018, je pense, Moderna. Là, c'est comme zéro chiffre d'affaires et kaboom. Oui, c'est complètement sorti ex nihilo de mais moi, de la Barda et compagnie. Moi, je me suis fait jouer un tour avec Kennedy. Mais en fait, Musk puis Trump, j'ai toujours eu des doutes, vraiment. Là. Mais Kennedy, je pensais que c'était un bon gars. Je me nourrissais de son site, le Children as Defense. Il s'est battu beaucoup, dénonçait les vaccins, l'autisme. Les enfants, le nom de son site le dit, Children as Defense, The Defender, son journal web et tout. Et puis là, finalement, est-ce que ça se peut qu'il y ait des bons gars qui sont engagés par Trump, puis ces gars-là, dans le fond, sont un peu naïfs et un peu comme Bongino, ou ben qui un peu naïf. Je sais pas à quel point ils sont naïfs, là. Mais comment tu vois ça comme Canadien? Bah, pour moi, c'est pas possible. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut ne pas avoir de colonne vertébrale à ce point-là? Comment est-ce qu'on peut passer tout notre temps à lutter contre la vaccination et puis finalement faire la vaccination contre le vaccin de l'autisme, contre la rougeole? Comment est-ce qu'on peut critiquer les technologies ARNM et finalement faire partie de MAHA, donc Make America Healthy Again, et faire coéquipe avec des gens qui veulent faire des thérapies ARNM pour des cancers, des thérapies personnalisées pour votre cancer spécifique. Donc en utilisant l'ARNM, comment est-ce qu'on peut à ce point-là se contredire? Je sais, j'en perds mes mots, moi, arriver à un certain... En rappelant des vaccins, là, comme là, il y a comme un genre de mouvement où, ben là, ils font la vie dure, ils font semblant de faire un peu la vie dure. Donc, après ça, ils vont dire, OK, on a fait nos devoirs, puis le prochain vaccin, il est sûr et efficace, vraiment. Et puis, avec l'intelligence artificielle. C'est ça. Pour moi, c'est une méthode de commerce, hein. C'est-à-dire qu'au début, on va vous proposer un prix extrêmement cher et tout le monde va dire non. Et puis ensuite, derrière, on va faire une deuxième offre moins cher et là il y a quand même plus de gens qui embarquent et ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire contre le transhumanisme et puis finalement non, c'est pas contre le transhumanisme, c'est contre le transhumanisme de la gauche. Voilà. En gros, c'est un peu comme ça que tout ça arrive quand même à s'imposer malgré tout. Je m'excuse, j'ai mon téléphone en silence sur le bureau. Il a sonné tantôt, je tiens à m'en excuser. Je vois qu'il sonne encore, mais là je vois que c'est des vieux complotistes. Pro-Trump au bout qui m'appellent. Ils ont peut-être entendu mes derniers lives. Ils vont peut-être me chicaner. C'est j'ai bien hâte de voir. C'est comme. Mais bon, écoute, Joe, est-ce qu'on rajoute de quoi ou parce que je veux qu'on se limite un petit peu au niveau du temps, mais c'est super intéressant. Mais peut-être, je sais pas, as-tu un autre personnage à nous mettre en vedette qui s'est tenu proche de Trump à un moment stratégique? Je peux toucher quelques mots rapidement sur les personnages qu'on voit le plus en allant très rapidement sur eux, hein.
Mais bon, on a évidemment J.D. Vance qui a fait partie du financement du Dôme de Fer, qui a travaillé dans les accords d'Abraham, voilà, qui a fait partie de l'histoire pour déménager l'ambassade américaine à Jérusalem, qui est qui est en opposition aux résolutions anti-israéliennes à l'ONU, associé commercial de Peter Thiel de longue date, qui ont investi également dans Rumble et financent l'application de prière catholique Roman Hello, promue par des personnes comme Russell Brand. D'ailleurs, c'est un volet sur lequel je suis pas encore trop rentré là-dessus, mais on voit en ce moment qu'il y a un effort de convertir les chrétiens au sionisme. Donc pour revenir sur J.D. Vance, donc voilà, Peter Thiel, fondateur de Palantir, donc qui est celui qui a personnellement livré J.D. Vance à la candidature présidentielle de Trump. Donc c'est Peter Thiel qui est derrière tout ça. Qui a été d'ailleurs financé par Peter Thiel à hauteur de 15 millions de dollars selon Forbes, qui est l'un de ses bailleurs de fonds à J.D. Vance, n'est autre que Paul Singer. Donc toujours sur cette histoire de chrétiens sionistes, je vous invite à aller regarder ce qu'est le projet de Paul Singer qui s'appelle Philos Project. Donc comme ça les gens comprendront. Je peux éventuellement parler rapidement de Peter Thiel. Donc bon, il commence à être connu. Il participe aux réunions Bilderberg. Il est même haut placé dans l'organisation selon David Livingstone. C'est lui qui est derrière Palantir. Palantir Technologies, oui, je le vois. Voilà, qui a déjà contesté, de gauche comme à droite, la présence d'un acteur aussi controversé. Et là, au passage, lui, ça fait longtemps qu'il est dans des histoires où, avec ses technologies, il s'est lancé dans ce qu'on appelle le pré-crime, c'est-à-dire le fait de livrer à des IA les informations de tout le monde, de sorte à ce que les IA soient carrément capables de faire des prédictifs sur qui va éventuellement commettre un crime ou non, puisque ça fait partie de ce qu'on attend d'une IA. Les premières IA ayant été créées pour savoir dans quel business investir, puisque c'était les calculateurs de la bourse au départ qui utilisaient des intelligences artificielles. Et donc voilà. Pour Peter Thiel, mais on a Larry Ellison qui est donc le patron d'Oracle, qui est l'un des principaux donateurs pour la base de données sur les vaccins de l'Institut Tony Blair. L'Institut de politique de Tony Blair est financé à hauteur de plusieurs millions de livres par le milliardaire américain de la technologie, c'est bon à savoir. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des alliances stratégiques qui se font entre les Anglais et le gouvernement du Canada. Posez-vous quelques questions, voir si ça va pas vous revenir par ce côté-là. Il annonce avec Trump donc Stargate, donc ces fameuses thérapies ARNM pour guérir personnellement les cancers des gens. Ensuite, on a Kash Patel qui était assistant principal de David Nunes, donc voilà, je veux pas trop m'étendre sur Kash Patel, Nunes et toutes ces histoires là, parce que à chaque fois ça mériterait de faire une émission. J'espère que les gens le comprennent. Mais on a également Pete Hegseth, ancien militaire, donc a fait l'Irak, l'Afghanistan, puis animateur de télévision, commentateur à Fox News, c'est un passage obligé chez beaucoup apparemment, et auteur américain qui a un grade de major, qui est secrétaire à la défense des États-Unis sous la seconde présidence de Donald Trump, qui au passage a été accusé d'agression sexuelle en 2017 et qui a donné 50 000 $ à la plaignante dans le cadre d'un accord de confidentialité afin que celle-ci renonce à des poursuites judiciaires. Hegseth qui s'exprime de manière très exaltée sur le miracle du troisième temple en Israël. Donc il a exprimé son souhait de voir la reconstruction du temple de Salomon sur l'esplanade des mosquées où se trouve actuellement la mosquée Al-Aqsa. Je dis ça pour les musulmans qui nous écouteraient. Et bref, je pourrais vous faire toutes les personnes du gouvernement, Marco Rubio, Gail Slater, Shyam Sankar, Michel D'Andrea, Tulsi Gabbard. Je pourrais vous faire toute la liste, mais effectivement, il nous faudrait quelques heures de plus. Mais toi, Joe, en conclusion, toi, personnellement, là, parce que je t'avais entendu en parler un petit peu quand je t'avais vu sur Altero. Donc, t'as dû perdre des amis complotistes dans cette histoire-là, tu sais, en chemin? Ou c'est oui pas les gros? Je dirais oui et non, parce que j'ai une politique de pas mépriser les gens pour ce qu'ils pensent. S'ils croient encore en Trump, c'est pas leur faute. Je veux dire, moi, il y a ça arrive. C'est pas comme si c'était pas l'armée américaine qui déployait ses trésors d'ingénierie
Il s'agit de pièges extrêmement bien ficelés. C'est pas comme si on pouvait dire mais vous êtes nuls, vous y croyez. Non, c'est Tout à plus fait. compliqué que ça. Ouais, c'est bien fait. Donc j'ai pas vraiment perdu de contact. Je suis resté en contact. En fait, moi je me suis pas vraiment fait d'ennemis en fait. Des gens que j'ai rencontrés, ils sont restés mes contacts parce que je me conduis, je pense, de manière pondérée. Je suis pas un fou. Je suis pas le genre de personne qui bloque dès qu'on n'est pas d'accord avec moi. Si certains voient ce que je veux dire. Parce que alors dans les réseaux QAnon et compagnie, on saute pour une remarque sur Trump, une remarque sur Musk et ça y est, hein, on fait partie de l'opposition contrôlée. On est payé par le Forum économique mondial où on est un gauchiste irrécupérable quoi. Donc moi j'ai pas ce genre de comportement. Donc je connais des gens à gauche comme à droite, je connais des religieux, des non religieux. Moi, ce qui m'intéresse avec ces personnes-là, ce sont les gens qui, comme je dis, j'évoque souvent cette chose-là, mais je parle de circoncision du cœur, c'est-à-dire que je crois aux valeurs chrétiennes. Je crois en Dieu, tout simplement, et je crois que l'homme doit bien se comporter. Et dès lors qu'il se comporte bien, c'est pas grave de croire telle chose ou telle chose, parce qu'on ne fera rien d'inconsidéré pour ça. Ça ne nous poussera pas forcément à l'erreur. Et parmi les vertus, il y a l'humilité qui empêche, même si je crois que j'ai raison, de prendre l'ascendant sur autrui en me croyant supérieur à je sais pas quoi. Bon, maintenant l'histoire a commencé à être bien consommée. Ça commence à faire quelques années maintenant que tout ça a débuté. Je pense qu'il est temps de tirer certaines conclusions et d'être un peu moins complaisant, en tout cas, avec les personnes qui continuent aujourd'hui à envoyer des mensonges, des rafales de mensonges sur Internet, qui ensuite sont les questions qu'on vient me poser. Et qu'est-ce que tu as à dire contre les gens qui pensent ci? Et qu'est-ce que tu as à dire contre les gens qui pensent ça? Je pense pas contre ces gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que la vérité observable? Et la vérité observable, elle ne se situe même pas dans les sujets tels qu'ils sont traités actuellement par toutes ces personnes qui font partie de l'alliance. Moi, la seule alliance que je vante, c'est la nouvelle alliance de Dieu avec les hommes. Et en ce qui me concerne, ça se passe dans le livre de vie. Et c'est là que j'ai compris ce concept des vertus, qui pour moi est un socle. Quelqu'un qui se conduit bien, qui est droit, humble, qui ne mentira pas, qui fait preuve de charité, qui fait preuve enfin bref, les vertus. Un homme qui est comme ça peut tout à fait se tromper. Il y a aucun problème. Donc moi je garde mes contacts. Il y a aucun souci. Joe Masso, merci pour ce merveilleux survol de l'environnement, l'histoire de la mafia, politique, républicain, Trump, etc. C'est fantastique. Et puis, au plaisir de récidiver. Puis les gens qui veulent te suivre, c'est sur ta chaîne Odyssée, Joe Masso, Joe. Alors, J-O-E. oui, il y a la chaîne sur Odyssey, Joe Masso, donc J-O-E plus loin M-A-2-S-O-T plus loin Originel Religiare sur Odyssey uniquement. Et sinon, vous pouvez aussi nous suivre avec Stéphane Gay et Isabelle qui tient le blog Conscience du Peuple depuis maintenant très longtemps sur le canal Telegram ICTV-discussion. Et également sur la chaîne YouTube ICTV, donc Média Infocité TV 2. Et voilà, déjà, vous aurez l'essentiel de nos informations à ce sujet et vous pourrez retrouver facilement également mes travaux sur ces plateformes. Et voilà. Et ça a été un plaisir. D'ailleurs, au passage, je tiens moi aussi également à te remercier et à saluer ton auditoire. C'est réciproque. Et abonnez-vous à ma chaîne ou likez, partagez n'importe quel petit geste. C'est bon pour que la vérité, comme l'eau, suive son chemin. Merci, Joe Masso. Merci à toi, Daniel. Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. Au revoir.